Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans le Black Ink Podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Stéphanie et de Madoa et on va parler de l'importance de l'entrepreneuriat. On va parler de l'importance de la politique surtout dans l'entrepreneuriat. Comment la politique de manière générale, les lois qui sont écrites influencent nos entreprises. Fait que, avant tout, je vais vous demander de vous présenter, mesdames. On va commencer par toi, Madoa. Bonjour Calando, bonjour Stéphanie, bonjour Steph, on se connaît. Ouais. Donc, moi, je suis Madouanika Cadet, donc je suis avocate, tout comme ma chère consoeur ici. Donc, avocate de formation. En ce moment, je travaille comme conseillère en politique pour le ministre François-Philippe Champagne, le ministre de l'Industrie, donc Innovation des sciences et l'Industrie au fédéral. Donc, je travaille avec, dans mon quotidien, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, de représentants d'entreprises, de plus grandes entreprises aussi. Exactement. Puis, je reçois beaucoup de projets en matière d'innovation dans plusieurs secteurs industriels à travers le pays. Donc, c'est extrêmement stimulant. Sinon, autrement, donc, je suis titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'une maîtrise en politique publique. C'est parfait. Fait que dans le fond, excellent pour pouvoir parler le projet comme profil, quoi. Exactement. Stéphanie? Bien, comme Madame l'a dit, je suis également avocate. Ça fait 17 ans que je pratique, surtout en droit des affaires. Donc, l'impact du politique sur les entrepreneurs, je l'ai vu à plusieurs reprises. Je suis aussi directrice des partenariats au sein du groupe 3737, qui est en fait un incubateur pour les entrepreneurs. Et dernièrement, disons, au moment de la pandémie, je pense qu'on a vu le travail que vous avez fait par rapport à la politique et l'entrepreneuriat, puis exactement. on le comprend clairement, absolument. Oui. Donc, sinon, mais j'aime toujours, puis si Madoa, tu veux le faire après, mais moi, j'aime toujours dire quand même que je suis une maman, 2 enfants, mari depuis 25 ans. Non, mais ça fait partie de qui on est, puis c'est un tout qui nous permet d'accomplir ce qu'on fait à tous les jours. Donc, il y a ça aussi. C'est parfait. En fait, vous êtes toutes les deux avocates. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi vous avez choisi ces carrières? Parce qu'on le sait, dans nos communautés, la plupart du temps, nos parents nous poussent beaucoup plus vers ces chemins-là. Mais est-ce que ça a été votre décision à vous ou vous avez été influencé beaucoup par vos parents? C'est intéressant. Moi, je dirais que c'est un peu des deux. OK. En fait, parce que, bon, j'avais des bonnes notes quand j'étais jeune, après le cégep. Donc, justement, mes parents disaient « Ah, ben oui, la médecine. » Et puis moi, depuis l'âge de 8 ans, là, que je savais que je voulais pas devenir médecin, ça m'intéressait pas. Je me voyais toujours... En fait, je me voyais beaucoup dans une carrière en communication. Donc, c'était beaucoup mon champ d'intérêt. Les avocats communiquent beaucoup. Ben voilà. Tu l'as fait. Exactement. Puis, je me retrouve aussi beaucoup là-dedans. Puis, je pense qu'à ce moment-là, donc, il y avait un petit peu les deux. Donc, moi, j'ai choisi de faire à Sherbrooke, donc, le double programme de droit avec MBA, parce que c'est ça exactement, le bac maîtrise, parce que j'avais envie d'avoir plus d'une corde à mon arc. Je savais, on disait le droit mène à tout. Je suis minutieuse, donc le droit, je me disais, je vais pouvoir apprendre à connaître ma société. C'est à l'époque, j'avais déjà commencé à m'impliquer un peu en politique dès le cégep, donc il y avait une certaine adéquation. Et comment tu t'impliquais en politique? Parce que c'est aussi ça la topique de notre conversation, c'est est-ce que tu peux nous en parler un peu plus par rapport à ça aussi? Ben oui. Peut-être sur le choix. Je pense que oui, il y avait un petit peu de pression de dire là, c'était un bon choix. Là. Mon père était content. C'était un bon choix. Ils ont sorti le lot, tu sais. Le nombre de parents qui veulent, puis finalement, leurs enfants ne le font pas, puis tu l'as fait. Exactement. Alors. Puis là, moi, j'arrivais avec le droit puis le MBA en même temps, un programme sur 4 ans. Au début, je dirais que j'étais plus intéressée par le MBA en disant, comme le droit, ça mène à tout, mais je me voyais dans une carrière en entreprise, dans le secteur des communications, broadcasting, etc. Donc, c'est un peu comme ça que je me voyais arrimer mes différents champs d'intérêt puis mes champs de compétences. Puis, finalement, je pense qu'avec justement le temps et les implications, puis la politique
politique. Je pense que je me suis dit, OK, je vais faire ma course au stage, je vais rester. Là, je ne pratique pas en ce moment, mais je suis très, très, très contente de la formation juridique que j'ai eue, puis une excellente formation que j'ai eue à Sherbrooke. Mais dans l'ensemble, d'être capable de pouvoir être juriste puis de bien comprendre la législation, je pense que ça me sert évidemment bien encore aujourd'hui. Puis pour ta deuxième question, comment j'ai commencé à m'impliquer en politique, ça a vraiment été... ça se fait quand même assez très naturellement. À l'époque, je connaissais l'attachée politique de Mme Beauchamp, qui était donc une amie de mon oncle, d'un membre de la famille. Donc, c'était le congrès jeune des jeunes libéraux de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Je ne connaissais pas du tout ça à l'époque. C'était un bel événement, c'était gratuit. Puis on se dit, on a besoin d'avoir des jeunes. Puis moi, je suis née à Montréal-Nord, je suis grandie à Rivière-des-Prairies, donc je suis une fille de l'Est de Montréal. Puis on cherchait aussi des jeunes positifs, pour un peu rehausser l'image des jeunes de l'Est de Montréal. Donc, il y avait toujours un petit peu ce sentiment-là que on n'amène pas assez de jeunes issus de la diversité dans les congrès jeunes pour pouvoir y prendre leur place. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'elle s'est dit qu'elle va recruter quelques jeunes. Donc, j'ai été avec mes cousines, littéralement. Cette première fois-là, ça les a pas tellement intéressées par la suite, mais moi, je suis restée. Et donc, depuis mes 18 ans, donc, j'ai fait tous les congrès jeunes jusqu'à ce que je sois donc candidate, vice-présidente de la commission jeunesse, présidente de la commission jeunesse, puis par la suite, donc, continuer mon implication au parti. Puis là, évidemment, donc, que je continue mon implication d'une autre sorte en travaillant avec un ministre. Ouais, absolument. Parfait. Grosse question. Oui, je vais vous surprendre, en fait. Au moment où j'ai décidé d'aller en droit, moi, je suis la première de ma famille immédiate à aller à l'université. Donc, je me suis dit, je vais aller au cégep en technique juridique. Comme ça, si jamais j'aime pas ou ça va pas, oui, puis je vais avoir quelque chose qui va me servir concrètement. J'étais beaucoup dans le concret. Et quand j'ai dit à ma mère que j'allais en droit, puis c'était pas méchant, mais elle travaillait à ce moment-là au service à la clientèle de Bell. Puis elle avait plusieurs avocats qui travaillaient avec elle. Puis elle m'a dit, Stéphanie, vraiment, des avocats, il y en a déjà trop au Québec. Pourquoi tu irais en droit? Donc, non, j'avais pas une ovation de ma famille quand j'ai décidé d'aller en droit. C'est quand même drôle. Ouais, non, il n'y avait pas personne qui sautait en bas de sa chaise en se disant, oh mon Dieu, c'est fantastique. Non. Au contraire, je voyais même une certaine crainte. J'avais même eu un employeur. Ça, c'est la première fois que j'entends ça par rapport à ce genre de métier. Oui. Mais moi, je l'ai entendu, mais pas de mes parents, mais je l'ai entendu en disant, quelqu'un me dit, des avocats noirs, ça réussit pas. Donc, pourquoi tu iras en droit? C'est ça, exactement. Moi, en fait, je travaillais, je me souviens, puis je vais le dire. Là. Oui. Moi, je travaillais chez Brouillard-Lepage, je le dis, là. Je pense que l'entreprise n'existe plus, mais le patron m'a dit carrément, là, puis devant tous les employés, il dit, une femme noire en plus, ben voyons donc, qu'est-ce que tu vas aller régler en droit? Donc, il m'avait dit ça. À ce moment-là, j'avais quoi, 18, 19 ans, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, là... Donc, non, je ne suis pas allée en droit parce que ma famille me l'imposait loin de là. C'est plutôt moi qui ai fait mon chemin. Même, je dis toujours en riant, mais quand j'ai décidé de faire ma maîtrise, ma mère, elle m'a dit... oui, mais là, est-ce que ça va te donner un avantage supplémentaire au niveau de la rémunération? Puis là, je dis, non. Elle dit, alors pourquoi tu fais ça? Donc, non, j'avais aucune pression, mais par contre, j'avais vraiment une envie de je ne sais pas comment expliquer, faire ma marque, voir comment je peux aider. Il y avait cette passion-là aussi, quoi. Très jeune. En fait, j'avais dit très, très jeune que je serais la première première ministre noire au Canada. Je ne sais pas, là, j'avais déjà décidé que c'était fédéral. Mais par la suite, je m'étais rendu compte que beaucoup des politiciens avaient une formation en droit. Donc, c'est ce qui m'a attirée vers le droit. Comme Madoua, je trouve que tu as tellement raison, la formation en droit est fantastique. On apprend à réfléchir, on déconstruit, on reconstruit. Mais si tu te positionnes pour le oui, si tu te positionnes pour le non, rechange ta façon de penser, vois plus loin. Ça m'a beaucoup animée parce que je me suis dit, dans la vie, je pense qu'il faut toujours faire ça. C'est dès qu'on pense qu'on a raison ou qu'on sait le moins, qu'on n'a pas raison. Donc, la formation en droit, j'ai adoré. Puis après, comment j'ai commencé à m'impliquer en politique? Moi, j'ai eu peur. En fait, je me suis dit...
ma famille n'était pas très politisée. Au contraire, elle n'aimait pas tellement la politique. Puis je me suis dit, est-ce que c'est par la politique qu'on règle les choses? Donc, je me suis impliquée. J'étais à la Jeune Chambre, présidente de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Après, ce que j'ai fait, c'est qu'on a créé un groupe de réflexion avec Paul Saint-Pierre Plamondon puis Mélanie Joly qui s'appelait Génération d'idées. Le but, c'était de stimuler notre génération parce que les baby boomers prenaient toute la place. Puis on entendait très rarement notre son de cloche. Surtout qu'on est une génération où on est moins. Je suis plus vieille que vous, là, donc la génération à moi. Là, Mais non, pas du tout. Oui. Là, je suis consciente. Et donc, on voulait nous faire parler. Donc, au début, je me suis dit, peut-être que je dois m'impliquer autrement que par la politique pour arriver à faire des changements. Le groupe 3737, c'est un peu ça aussi, mais en bout de ligne, ma réalisation, c'est que pour un changement complet et total, on doit pas nécessairement faire de la politique comme individu, mais la comprendre, être là, s'impliquer. Vraiment, il faut avoir un éveil. Parce que la politique est partout, finalement. Absolument. Oui, c'est dans tout. La politique et l'économie, c'est les choses qui dirigent le monde, quoi. Complètement. Fait que je trouve que c'est raison pour laquelle on fait cet épisode, parce que je crois fondamentalement qu'il faut qu'on en parle. Il faut que les gens de nos entrepreneurs comprennent cette influence que la politique a tout le temps. Puis je crois, comme tantôt on disait, le groupe 3737 avec Face, vous avez démontré ça, en fait. Vous avez démontré. Puis en fait, en venant là-dessus, ma question est, par rapport à la politique, comment est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets pour que les gens puissent comprendre comment la politique peut influencer, du moins impacter l'entrepreneuriat ou un entrepreneur en tant que tel? Ben, je vais y aller avec l'exemple. Puis là, tout le crédit, il faut que je le donne, est à Louis-Edgar Jean-François. Qui est? Ma tendre et douce moitié depuis les 25 dernières années. Mais vraiment, pendant la pandémie, Edgar travaillait au groupe 3737 depuis 2016, dans l'ombre. La diversité n'était pas un sujet mobilisateur, mais pas du tout. La parité l'était. La diversité, pas du tout. Et arrive George Floyd, le meurtre de George Floyd, et arrive la pandémie. Et ces deux choses-là, mises ensemble, on fait chez Edgar de dire, là, il faut... Et il a commencé à écrire des lettres à tous les politiciens impliqués pour leur dire, la pandémie nous touche davantage les entrepreneurs. Puis, si vous me permettez, je vais vous rencontrer pour vous dire comment, puis pourquoi, puis les témoignages que j'ai. Puis, on est dans la décennie de la descendance internationale de personnes de descendance africaine de l'ONU. C'est ça, exactement. Merci. Tout ça, tout ce que Madoua vient de dire. Et donc, Edgar a shaké à peu près tous les politiciens en envoyant des lettres partout. Et là, tout d'un coup, les gens, quand ils faisaient le lien avec pandémie, George Floyd, la décennie à l'ONU, là, à un moment donné, il y a vraiment eu comme, OK, il y a peut-être une opportunité, puis il veut nous parler, fait qu'on va l'écouter. C'est suivi de conversation après conversation, les week-ends, les jours de semaine, à toutes les heures. Puis là, il fallait mettre des gens autour de la table pour être représentatifs, faire ces appels-là, calmer les grognes des gens qui n'étaient pas là, ceux qui étaient là. Il y avait énormément de politique dans la politique à faire, jusqu'au moment où on est capable d'expliquer les cas. Pourquoi, quand vous donnez telle subvention en fonction, pour la pandémie, que ça n'aide pas nos entrepreneurs? Et de là est né Face, qui est une coalition entre plusieurs groupes. C'est Edgar qui a chapeauté beaucoup de ça. Aujourd'hui, il est le président du conseil d'administration de Face. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est de mettre sur pied du financement pour les entrepreneurs noirs où la cote de crédit demandée est plus basse. Déjà, ça en soi... Ça aide énormément. Ça aide énormément. Les critères, c'est évalué, les dossiers sont évalués par des Noirs. Pour des Noirs à travers le Canada. Donc, tout d'un coup, là, on arrive avec un outil qui nous appartient, qu'on gère plus. Évidemment, il y a des grandes banques aussi, tout ça. C'est pas le free-for-all. Dites-vous pas, vite, je vais sur Face Coalition pour demander des prêts, mais oui, allez-y si vous en avez besoin, puis vous êtes un entrepreneur. Étant donné, en fait, c'est ça, il y a des critères à suivre aussi. Oui, c'est sûr. L'argent est là, qu'il faut faire les choses n'importe comment. Non, puis... Ce momentum est important. Je trouve que, étant donné que on a cet argent, je crois que si
En fait, si on arrive à faire quelque chose avec cet argent, on va pouvoir continuer à en avoir. Oui. Les entrepreneurs qui vont l'avoir, il faut qu'on comprenne que c'est pas juste frapper à la porte d'une banque ou de n'importe quelle autre organisation pour on obtient cet argent. Cet argent a une importance capitale que les gens doivent comprendre que moi, je l'ai eu, cet argent. Oui, c'est ça. Mais l'effet multiplicateur. Exactement. C'est ça que je cherche totalement. aussi à avoir aussi par rapport avec ce fonds. C'est que ce fonds, pour moi, elle est beaucoup plus importante que tous les fonds que j'ai reçus. Ça me touche quand tu dis ça. Puis, je ne sais pas si Tiffany Callender t'a entendu parce qu'elle est la PDG de Face. Puis, elle fait énormément de lobbyisme. Tu sais, tantôt, on a parlé un petit peu de ce que c'est. Puis, elle fait énormément de lobbyisme justement pour que ce soit des fonds renouvelés, pour qu'on voit les succès. Donc, c'est pas tout d'obtenir. Tu sais, c'est vrai, tu dis, on a obtenu ça. Mais c'est le début, là, parce que la Jeune Chambre de commerce haïtienne avait déjà obtenu des montants, puis tout ça, puis ça a été difficile. Et juste pour vous dire, quand on ne fait pas du lobby de la bonne façon, ben, la communauté haïtienne avait obtenu le même montant que la communauté jamaïcaine et que la communauté noire anglophone et la communauté africaine. Pourtant, au Québec, les Haïtiens représentent en pourcentage beaucoup plus. Donc, on aurait dû, on était plus jeunes. Oui, on était plus jeunes, on n'a pas su négocier ça, puis je m'implique Et là. moins politisé aussi à l'époque. C'est moins conscient, je dirais peut-être moins conscient de notre pouvoir comme communauté. Puis là, je porte un peu les deux chapeaux quand je dis ça, parce que j'ai trouvé ton exemple tantôt avec le gars tellement intéressant, de frapper à ces différentes portes, parce que pour moi, la politique, c'est une conversation. On peut l'aborder de différentes manières, mais ça demeure une conversation dans les deux sens. Si on disait tantôt, si on s'occupait de la politique, la politique va s'occuper de nous, parce qu'elle est présente partout, elle est présente dans tous les secteurs d'activité. Ne va pas voter ne veut pas dire que... Mais non, mais c'est ça, mais c'est plus que voter, parce que c'est tellement... C'est pas juste un acte qu'on fait à chaque 4 ans pour élire un gouvernement. En fait, on est soi-même un agent politique dans chacune de nos communautés, dans chacun de nos environnements, dans chacun de nos secteurs d'activité. Et c'est ce travail-là qui se fait dans les deux sens. Donc, si du côté des élus, du personnel des élus, s'il n'y a pas ces conversations-là avec les gens qui sont sur le terrain, justement, pour parler de la cote de crédit, pour être capable d'expliquer certaines réalités, d'appuyer ces réalités-là, de donner aussi, puis de montrer, voilà cette réalité-là, ça fait en sorte que du côté du politique, dans la myriade là, de priorités que les élus ont à gérer, il faut avoir ce type de conversation-là pour être capable d'agir, puis d'agir au sein des communautés les plus touchées, là, celles qui sont les plus... celles qui sont prioritaires. Oui. Puis on ne demandait pas la charité. Hein. Moi, je veux que ça soit clair, parce que souvent, les gens se disent, là, baisser la cote de crédit, on peut baisser la cote de crédit pour tout le monde. Non. Pourquoi historiquement, la cote de crédit est plus basse, supposons, chez les communautés noires? Il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. Que ce soit... Quand tu vas au Canadian Tire, dans ton coin, on t'offre des cartes de crédit à haut taux d'intérêt, qui n'a pas la même connaissance. C'est un système. Puis François Legault n'aimerait pas m'entendre. On parle de racisme systémique quand le système est fait d'une façon que ça ne paraît pas. Ça semble égal pour tous, mais que ça ne l'est pas. Et que ça enracine des façons de faire, des mentalités qui amènent justement après ça des conséquences négatives sur une communauté. Puis après ça, on les regarde, là, on a besoin de les aider, ils ne sont pas capables de s'aider eux-mêmes. Oui, mais vous avez, par le système, fait en sorte que pendant des années, les gens ont pas agi de la même façon. Des années, des décennies. Des décennies, là, c'est fou. Alors, c'était pas de la charité. Moi, je veux juste expliquer ça. Pas du tout, puis je reparle de l'effet multiplicateur ici, donc c'est un investissement. Oui, c'est pas de la philanthropie. Là. Non, pas du tout. C'est pas de se dire, puis là, même la philanthropie, c'est un investissement en soi, c'est une autre conversation. Mais c'est pas, comme je dis, c'est pas de la charité en se disant, on est en train de se donner bonne conscience. Non, c'est... Ça va ramener à l'économie du Québec. Exactement. Parce que si on veut créer un Québec plus fort, on peut pas avoir une majorité une grande partie des gens qui y vivent, qui sont dans des situations totalement marginalisées. Exactement. Complètement. Puis c'est de comprendre, comme tu dis, d'être capable de revoir les inégalités systémiques à travers les décennies, puis de voir comment est-ce qu'on est capable de nous assurer que quand on regarde les données désagrégées, donc de différentes communautés, puis qu'on se dit, OK, là, il y a un problème ici, puis d'être capable de régler cette problématique-là, puis en se disant, ça va nous rapporter à tous comme société dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans. Puis si je peux repenser au travail
que nous, on fait en ce moment, au sein du cabinet. Donc, c'était cette volonté, cet esprit d'effet multiplicateur, cette mentalité de se dire, OK, bien, quand on investit dans une industrie aujourd'hui pour qu'on soit compétitif, parce que là, vraiment, dans mon cabinet, je travaille pas seulement avec les PME, on travaille avec les plus grandes entreprises, mais c'est exactement la même chose. C'est de dire, OK, bien, nous, on veut être compétitif par rapport aux États-Unis. On veut être compétitif par rapport à d'autres pays de l'Union européenne, par rapport à l'Australie. De comment est-ce qu'on s'assure qu'on... c'est une autre... C'est ambitieux. Parce que je crois que tout le monde veut être compétitif par rapport à la Chine. Mais comment est-ce qu'on s'assure que le Canada reste sur la map, mais qui permet, à sa population de s'épanouir financièrement et dans toutes les sphères là, de la vie publique, mais qu'également qu'on soit capable de construire des industries pour le futur, qu'on soit capable de créer de l'emploi, des emplois verts, des emplois inclusifs à travers les années. C'est sûr que là, on parle d'entrepreneuriat. Je repense un peu à ce que nous, on fait au quotidien, puis nous assurer que dans les entreprises, par exemple, les plus grandes entreprises qui reçoivent du financement, qu'il y ait cet impératif-là de diversité au sein des conseils d'administration. Oui, on parle comme de parité, comme si on en parle depuis longtemps, mais également de diversité. Oui, absolument. Toutes les diversités, donc ethniques et culturelles. Pas juste au sein de l'employabilité, mais également dans la haute direction, que ces entreprises-là soient représentatives du Canada de demain. Est-ce que ça, c'est tirer tout le monde vers le haut quand on fait ça? Absolument. Oui. Ben, moi, ça me fait penser, là, justement, tu parlais de lobbyisme, mais moi, j'ai déjà un sujet de lobbyiste. Là. En ce moment, là, je n'ai pas le nom de la loi exacte, peut-être, tout ça, mais c'est la loi sur la gouvernance au niveau des conseils d'administration. Je sais, genre, ça, alors, en ce moment, on prévoit, il y a un article de cette loi-là qui prévoit qu'il doit y avoir des personnes en bas de 35 ans. 35 ans, absolument. Alors, on a vu, il y a eu plusieurs nominations sur plusieurs conseils d'administration de jeunes en bas de 35 ans et je lève mon chapeau, c'est fantastique parce qu'effectivement, les jeunes ont à amener, puis quand on dit 35 ans, on n'est pas nécessairement très jeune non plus, là. Je pense que c'est le temps qu'on redéfinisse aussi ça, mais bon, ça, c'est un autre enjeu. Mais il n'y a absolument rien sur les notions de diversité. Donc, il y a toujours, maintenant, il y a toujours... Au provincial, la loi provinciale. Oui. Donc, il y a quelque chose au niveau de la parité, évidemment. Maintenant, il y a quelque chose pour les jeunes, mais il n'y a toujours rien de diversité. Puis, je vais parler plus précisément de la diversité ethnoculturelle. Parce que quand on parle de la diversité, quelqu'un qui vient de Shawinigan puis quelqu'un qui vient de Montréal, ça peut être de la diversité. Surtout dans une entreprise où c'est important d'avoir le point de vue de ce qui se passe tout à fait. en région. C'est complètement. C'est une réalité, surtout au Québec. Ben oui, puis c'est une diversité qui peut être excessivement importante sur un conseil d'administration. Donc, quand on parle de diversité, oui, on parle de diversité de point de vue ou d'expérience et tout ça, mais je pense que ça ne peut pas venir dans un Québec inclusif sans la présence d'une personne de la diversité ethnoculturelle. Je trouve ça très intéressant, le point que tu soulèves. Tantôt, on parlait du fait que les entrepreneurs, entre autres, puissent avoir accès à certaines choses qu'ils n'ont pas accès, qu'ils ne savent même pas, sûrement qui existent. Moi-même, j'ai suivi le cours pour devenir administrateur, puis depuis 2017. Lequel? ASC, là? Avec celui qui était offert par le regroupement des jeunes chambres de commerce. OK, d'accord. Exactement. Okay. Puis cette loi que tu parles a été mandatée, je crois, le 7 décembre, je crois bien. Puis j'étais même ambassadeur, en quelque sorte, d'un projet qui s'appelle Relève. Parce que c'était administrateur de la Relève, pour moi, n'est pas seulement siéger sur un conseil d'administration en tant que relève, mais aussi le milieu des affaires, reprendre une entreprise et tout ça. Ça consiste en ça aussi pour moi. Mais j'ai beaucoup de difficultés à intégrer un conseil d'administration. Les difficultés, puis moi, ça fait, tu sais, je veux dire, je suis sur des comités, blablabla, mais rentrer dans un conseil d'administration, c'est tout autre chose. Écoute, je blâme personne. C'est juste que moi, je ne connais pas les trucs, les stratégies pour y rentrer. On dirait que c'est très opaque en tant que tel. Ben non seulement c'est opaque, mais il faut une volonté des personnes. Parce que moi, dernièrement, j'ai été nommée sur le conseil d'administration de la SAQ. Félicitations d'ailleurs encore. Merci. La SAQ fête ses 100 ans et sa présidente, Catherine, m'a confirmé que j'étais la première personne noire. Wow! Donc, en 100 ans... Et c'est quelque chose, parce qu'on s'entend, c'est une autre conversation, mais on s'entend que c'est une société d'État, une société publique, mais également, donc, réalise quand même donc des profits à partir des ventes qui sont faites auprès des gens de nos communautés. Ben, clairement. Donc, c'est clairement. Puis il y a des producteurs. En tout cas, ça, c'est tout un autre enjeu. Mais ce que je veux dire, c'est que, puis un shout-out, si je peux me permettre ici de dire ce terme-là, à la présidente du conseil d'administration, Joanne Brunet, de la SAQ, qui a été
complètement à l'extérieur de son réseau à elle. C'est pas la première fois que j'entends parler de cette personne. Oui, elle est fantastique. Ouais, et donc, moi, je la connaissais pas, là. Donc, j'ai été aussi surprise. Puis, la question des conseils d'administration, c'est important pour les entrepreneurs. Fait qu'il y a un lien. Mais moi, je me souviens, en 2008, on nous avait demandé, faites une liste de toutes les personnes aptes. Puis, à chaque En 2008? En 2008. Toutes les personnes de la communauté, là, ils nous visaient particulièrement la communauté noire. Faites-moi une liste. Oui. Fait que là, il y avait tous les intervenants, là, hein, tous ceux qu'on connaît, là, qui en 2008 avaient fait. Et 2 ans après, on nous disait, pourriez-vous nous donner une liste? Et on refaisait la liste 2 ans après. Puis on refaisait la liste. Et Comme puis ça, là... Je pense que c'est un bel exemple de volonté politique. Parce que là, tu parles d'un conseil d'administration, mais on dit la volonté politique, évidemment, donc c'est auprès de nos élus, mais c'est également auprès des dirigeants. Ben oui. Puis dans ce cadre-là, c'est d'avoir cette volonté politique-là de dire, OK, on sort des sentiers battus, on ne va pas juste avec ce qu'on a connu jusqu'à présent, puis on est capable de créer un autre chemin, puis de véritablement créer cette inclusion-là, puis d'être très, très concret là, dans cette volonté-là. C'est concret, puis en même temps, il ne faut pas se le cacher, c'est un peu... intentionnel. C'est intentionnel, mais c'est contre-intuitif. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on veut... Demain matin, Carlando, tu pars une entreprise. Puis là, on te dit, il faut que tu aies des partenaires d'affaires. Tu vas penser à des gens que tu as côtoyés, que tu connais dans ton réseau, des gens avec qui tu t'es bien entendu. Ça, c'est intuitif. Si je veux que mon projet marche, je vais m'affiler avec des gens... Et c'est pas toujours la meilleure idée. C'est pas toujours la meilleure idée. Exactement. Puis la personne qui décide... En fait, c'est pas toujours la meilleure idée plus de 50% même, tu sais. Oui. Exactement. Donc, je salue tous les gens qui nous écoutent et qui sont un petit peu contre-intuitifs, puis qui décident de faire les choses autrement. En tout cas, moi, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à des changements concrets et en forçant aussi les choses. Parce que je pense pas que si on avait dit « la parité, c'est beau, on va faire ça ». Moi, j'ai vu des conseils d'administration ou des organismes qui ont dit parité, qui sont arrivés parce qu'il fallait, puis après ça, c'était pas obligatoire, et tout d'un coup, 3 ans, 4 ans après, sont revenus au même stade avant. Là. Donc, c'est quelque chose qu'on doit toujours avoir en tête parce que c'est pas quelque chose d'intuitif. Non. Et c'est fragile. C'est fragile. C'est toujours fragile. Toujours fragile. Mais ça ramène tellement beaucoup plus. Parce que moi, personnellement, j'ai toujours eu cette difficulté par rapport au milieu du cinéma au Québec. Je trouve que quand les gens font des trucs, puis je veux dire, il y a un pan de la... Il y a plein de communautés qui ne sont pas représentées au Québec dans les cinémas. Presque tous les restes de des communautés ne sont pas représentés, tu vois. Fait que quand on les exclut, c'est comme si les producteurs enlevaient eux-mêmes l'argent de leur poche. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis, tu sais, tout ce monde-là qui vont pouvoir payer pour aller voir un film parce qu'ils se sentent que ça les interpelle aussi en tant que Québécois, entre autres. Mais quand ils disent, OK, pour être Québécois, il faut que je sois ça, puis je ne le suis pas, je ne peux pas l'être, évidemment, parce que c'est impossible de l'être, par rapport à la couleur de la peau, peut-être même, tu vois. Mais je ne suis pas là. Comment tu veux que je paye un billet de cinéma? Même le 5$ du mardi, je ne le paierai pas pour aller voir ce film. Mais tu serais étonné, Carlando. Ça, par exemple, puis on a un travail de mobilisation, je ne sais pas si tu es d'accord avec notre propre communauté. Parce que, tu sais, oui, cette année, il y avait de la belle diversité au sein d'Occupation Double. Mais on va s'entendre que Occupation Double n'est pas... tu sais, habituellement, il y a un noir à 3e émission est parti, puis si on est gardé, bon, whatever. Là, on peut en tirer ce qu'on veut. Mais reste que... Moi, je connais beaucoup de gens de la communauté noire qui regardent, puis qui ne sont pas énormément, puis qui ne sont pas représentés. Donc, les gens qui regardent, ben moi, en tout cas, je ne suis pas touchée. Je veux dire, je ne suis pas touchée par le fait de manque de diversité. Sont sensibles, mais ça ne touche pas le portefeuille. Et ça, je pense que c'est souvent notre travail à nous. Tu sais, la mobilisation, c'est de se mobiliser, puis tout ça, puis au contraire, de le tourner, de dire, regarde combien de personnes, tu sais, c'est un peu comme le chat de l'alcool, regarde combien de personnes regardent ton émission, regarde combien de personnes achètent ton produit. Est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble puis faire en sorte de grandir tes revenus puis que tu sois encore plus représentatif? Je pense que présentement, il y a quelque chose dans ce milieu-là, parce que là, on est en train de quitter un peu le sujet, mais c'est tout de même pareil. Mais exactement, c'est tout exactement. Je crois qu'il y a quelques personnes de nos communautés qui arrivent à prouver que quelque chose doit se faire dans ce milieu du divertissement au Québec. Il y a un jeune qui s'appelle Tai, puis qui prouve que juste avec son Instagram à lui tout seul, il est capable d'attirer 50 000 personnes tous les dimanches. Tout à fait. Juste son Instagram. Il n'est pas à Radio-Canada qui attire
Mais c'est un exemple super intéressant, ça. Puis je pense qu'il y a quand même un lien avec le sujet d'aujourd'hui, que ça reste que c'est un entrepreneur. Exactement. C'est un entrepreneur culturel qui est en train de créer des distorsions dans ce marché-là en se disant, bien, regardez, ces 50 000 personnes-là, probablement que oui, elles regardent Occupation Double, mais elles sont très investies par le travail que tu as fait sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Puis ça force une conversation au sein des institutions aussi en se disant, ah ben écoutez, si on a donc ces entrepreneurs-là de la relève dans le secteur qui sont en train de créer ces mécanismes-là, ces réseaux-là, où ce que les gens se sentent interpellés, ben peut-être que nous aussi, on a un travail à faire. Puis, je pense que c'est une conversation en soi, là, à savoir est-ce que ça touche sur leur portefeuille ou pas. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, tu as beaucoup de gens qui regardent Occupation Double, mais ça reste que tu as quand même tes séries scriptées au Québec, ceux qui manquent un peu plus de diversité, encore plus de diversité qu'Occupation Double à travers des années, qui ne sont pas nécessairement regardées par des gens des communistes disant on s'y voit pas, on se sent pas représenté. Puis je pense qu'on a tous, si on a grandi dans les 90, 2000, il y avait rien qui nous représentait dans la télévision québécoise. Donc il y avait quelques personnes, mais c'était tellement nu que finalement, il n'y avait pas ce sentiment d'appartenance-là, ni pour l'auditoire, mais ni pour les gens qui voulaient se lancer dans le secteur non plus, en se disant, est-ce que c'est possible de faire une carrière dans ce milieu-là si je ne m'y vois pas représentée? Et c'est un peu ce message-là qu'on lançait. Moi, j'ai eu ces conversations-là avec des producteurs à l'époque, donc ça fait pas 10 ans là, qui disaient, écoutez, si on met trop de diversité à la télé, les gens regarderont pas. Donc, les gens veulent que... Le Québec n'est pas encore prêt. Exactement, le Québec n'est pas prêt. Ce qui n'était pas du tout vrai, parce qu'on s'entend qu'à l'époque, je veux dire, les gens écoutaient Scandal, les gens aux États-Unis, les gens écoutaient des séries avec Denzel, Washington. C'est ceux-là qui étaient écoutés le plus. Oui. Au Québec, donc, il y avait des très hauts codes d'écoute au sein de la population majoritaire des émissions américaines, puis il n'y avait pas du tout de représentativité québécoise là. Donc, c'est pas du tout vrai que c'était que les gens n'étaient pas prêts, mais il y avait cette frilosité-là de la part des producteurs. Donc, ce manque de volonté politique encore, puis je le martèle. Mais tu l'as dit tantôt, de vouloir faire faire changer les choses. C'est en se disant, peut-être que là, c'était plus une crainte par rapport aux pertes dans le portefeuille qu'un sentiment... d'être capable d'aller chercher encore plus de profit avec nos communautés. De ne pas mettre l'effort, parce que je ne sais même pas s'ils pensaient vraiment qu'ils perdraient. Quand on dit le Québec n'est pas prêt, est-ce que le Québec est prêt à une femme? Si. Est-ce que le Québec est prêt à un noir? Bon, quand ces fameuses phrases-là, c'est n'importe quoi. C'est la personne qui le dit qui n'est pas prête. C'est ça. Qui ne veut pas mettre l'effort, le temps, qui n'est pas sûr que c'est nécessaire. Et donc, pourquoi je pense qu'au Québec, on se sous-estime beaucoup trop dans... Mais je pense que, comme tu dis, ces leaders-là, ou des leaders d'opinion qui sous-estiment la population. Je pense pas qu'au Québec, on sous-estime. Au contraire, je pense qu'il y a certaines personnes qui sous-estiment. À l'inverse, je pense que tout le monde a cette pensée-là de se dire, on est prêt, pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est une volonté des décideurs de se dire, OK, on va sortir des sentiers battus, puis on va y aller. Puis je pense qu'on le voit dans chacune des industries, puis on le voit en politique en ce moment, puis avec les dernières élections municipales, non seulement à Montréal, à Longueuil, à Laval, avec beaucoup plus de représentativité, beaucoup plus de femmes, enfin, mais aussi donc de femmes racisées, de se dire, on est capable de normaliser le fait d'avoir des élus issus des communautés noires au Québec. On est capable de normaliser ce fait-là. Ça se fait tranquillement, puis je pense qu'il ne faut pas prendre aucun... c'est quand on avance et qu'on progresse, il ne faut jamais le prendre pour acquis parce que c'est facile de reculer une fois qu'on se dit c'est fait parce que c'est fragile, comme on le disait tantôt. Mais je vois personne dire qu'on n'était pas prêt. Là. Ça s'est fait. Mais une chose, par exemple, il va falloir soutenir tous ces politiciens au municipal et ailleurs qui ont été élus, il faut absolument les soutenir. Moi, j'ai remarqué... Comment on peut les soutenir? Il y a plein de façons, mais je vais en nommer quelques-unes, mais juste pour dire qu'il y a un effet pervers où on voit beaucoup, ça arrive beaucoup à des femmes, mais je pense que ça arrive de façon générale à des gens des diverses communautés culturelles arriver en poste de grandes fonctions des premières fois et qu'après ça, il y a un peu de sabotage. Moi, j'y crois, là, de sabotage à l'interne qui fait en sorte qu'on perd des fois de nos grands cerveaux dans la communauté. Oui, alors, je veux dire, des fois, il peut y avoir des critiques contre
certains de nos politiciens, il peut avoir des façons de faire. Il faut que, comme citoyens, on soutienne les gens qui ont décidé de faire ces moves-là, parce que c'est pas facile, puis on peut se faire attirer puis perdre rapidement. Donc, nos leaders qui décident de s'impliquer, il faut les entourer, les protéger, je pourrais dire, d'une certaine façon, parce que sinon, on les perd un après l'autre sans s'en rendre compte. On se retourne pour dire, mais il me semble qu'on avait des grands journalistes, il me semble qu'on avait des grands avocats. Puis là, où sont-ils? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, sa tête a été coupée dans tel poste, l'autre, il est arrivé telle chose. Et c'est tellement subtil que des fois, on arrive même à croire que c'est la personne qui était fautive. On se laisse embarquer dans, oh, oui, c'est vrai qu'elle n'était pas correcte, qu'elle était comme ci, ou il faisait ça, mais sans vraiment avoir de faits, mais surtout, c'est qu'on n'a pas été à l'appel pour soutenir. Il est arrivé des journalistes femmes québécoises qu'on a bousculées. Puis là, les gens ont dit, un instant, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis tout ça. Et je trouve que nous, on ne soutient pas suffisamment. C'est pas tout d'avoir le poste. Après ça, il faut pouvoir l'exercer avec ce qu'on pense, ce qu'on croit. Tu sais, si on a décidé qu'on amenait une femme noire à telle place à la ville, c'est pas un poteau, hein? Puis c'est parce qu'elle apporte aussi quelque chose. Oui, puis c'est parce qu'elle apporte aussi quelque chose de différent. Il faut donc lui laisser la place d'amener ce quelque chose de différent-là. Oui, tout à fait. Parce que sinon, tu te sens qu'il faut que tu te mettes dans le moule, qu'on veut pas t'entendre. Hey, on t'a déjà donné la place, là. Parle pas plus haut, là. Fais pas de trouble. Tu as déjà le poste. Ça, puis il y a des gens qui le ressentent, puis ils ne devraient pas ressentir ça. Ouais, effectivement, je suis tout à à fait d'accord. Puis ici, je pense que tu soulèves un point super intéressant, que la politique, c'est un travail qui est collectif. Oui. C'est pas une victoire qui est individuelle. Donc, quand on a des élus sur nos communautés qui sont élus pour représenter, oui, la population, donc évidemment en leur commettant, mais également un petit peu de nous tous, même si on n'habite pas dans leur district, leur circonscription. Puis c'est un travail qui est collectif dans ce sens-là, de se dire, bien, on est là, comme si donc pour soutenir ces élus, parce qu'ils travaillent pour nous. Et c'est aussi ça qui va soutenir aussi leurs ambitions pour aller peut-être plus haut. Exactement. Puis plus qu'ils se sentent soutenus par leur famille et par d'autres personnes qui connaissent peut-être même pas, les gens vont se dire, ben écoute, je sens que ce que je fais valent vraiment la peine. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on, la plupart du temps, en politique, les gens ont l'impression que c'est payé hyper bien, mais les gens auraient peut-être payé ailleurs beaucoup mieux. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un mythe à déconstruire. Oui, déconstruisons le mythe dès maintenant. Et le stress qui vient avec vaut peut-être même pas la chandelle par moment, tu vois. En fait, ma prochaine question pour vous, d'accord? C'est quoi les différentes techniques que les gouvernements utilisent, ou du moins le gouvernement du Québec ou canadien même, fédéral, utilise pour stimuler l'entrepreneuriat? Et surtout, comment nos communautés peuvent en tirer parti de ces façons de faire, en fait? Ouais. Ben, je te dirais, d'une part, si je pense je pense qu'on a les deux paliers de gouvernement, en fait, donc des différents programmes. J'arrête pas de répéter le mantra de la volonté politique, mais après ça, donc tu as tout le travail de l'administration publique d'être capable de développer ces programmes-là en fonction des différentes priorités gouvernementales pour être capable de soutenir l'entrepreneuriat ou la création d'entreprises. Donc, on parlait tantôt d'être capable, donc on parlait donc du début, donc d'être capable de tenir les prêts, les subventions nécessaires pour être capable de se lancer, mais également d'avoir des programmes qui permettent à ces entreprises-là de scale up, de pouvoir se développer, de pouvoir compétitionner à l'international. Puis, à mon sens, donc, le gouvernement ont tous les outils pour être capable de soutenir nos entreprises de cette manière. Donc, quand on est un jeune entrepreneur, évidemment, donc là, on parle à Black Inc., donc un jeune entrepreneur issu des communautés noires, puis qu'on veut se lancer, évidemment, donc on a notre idée, donc on a notre projet innovateur qui règle une problématique certaine dans notre environnement. Mais après ça, les différents programmes qui existent, je suggère fortement à ces personnes de pouvoir les scruter. On a parlé du développement, donc avec le Black Entrepreneurship Program, puis ce que fait sa ministre de développement de programmes, mais il y en a une panoplie d'autres qui existent pour être capable de soutenir les entrepreneurs dans leur travail puis de se développer. Oui, absolument. Ouais.
Oui, puis c'est là que toutes les deux, on peut devenir complémentaires, supposons, à l'intérieur du politique puis à l'extérieur du politique, parce que c'est une chose, posons les programmes. Puis le gouvernement fonctionne par programme parce que c'est comme ça qu'on peut mesurer. L'intérêt, c'est de mesurer ce que j'ai décidé de faire. Donc, j'ai investi 300 millions dans un programme, dans un contexte avec des objectifs. Donc, après ça, je suis capable de mesurer qu'est-ce que ce 300 millions-là a fait, et pouvoir répéter ou pouvoir dire « Hey, on a fait une bonne job. Par contre, quand on travaille toujours dans une idée de programme, c'est que des fois, on peut être déconnecté de ce qui est requis. Et c'est là que, quand on travaille ensemble, on peut arriver à quelque chose d'autre parce que l'idée de FACE n'était pas un programme, n'était pas créé, n'était pas pensé. C'est quand on a dit « Oui, mais ça ne marche pas. Là. Il n'y a aucun des programmes en place. Oui, il faut faire autre chose. » Donc, comment le gouvernement peut venir nous aider? Bien oui, ils font souvent des subventions directement aux personnes visées, donc aux entrepreneurs. Subvention, c'est tellement un mot rare de nos jours. Oui, ça, mais ça existe. Entreprendre ici donne 25 bourses de 25 000 $. Mais en fait, le truc avec Entreprendre ici, c'est du moins de ce que j'ai compris, j'ai été l'un des boursiers, exactement. C'est que c'est un programme qui existait déjà. Il existait mais autrement. étant donné qu'avec Entreprendre ici, un peu comme FACE l'a fait, il a rendu accessible beaucoup plus à du monde comme moi. Je pense que sinon, je ne l'aurais pas eu du tout. En fait, ils ont décidé que c'était pour être pour les communautés. Donc, c'est la diversité ethno-culturelle. Absolument. Donc, c'est clair, c'est pour ça. Puis, quand tu regardes le conseil d'administration, je suis sur le conseil d'administration, tu sais, c'est représentatif. Oui, donc, les choix sont faits pour et par. Mais même là, il y a toujours de l'amélioration à faire. Donc, il y a les subventions comme ça. Il y a les programmes de prêt. Il y a aussi quand le gouvernement décide d'aider les organismes sur place qui peuvent aider. Donc, ça, quand ils ont décidé d'aider le groupe 3737 ou d'aider... Donc là, tu sais, il y a d'autres fonds d'action. Il y a d'autres... le fonds Afro-Entrepreneurs. Donc, ils peuvent aider des organismes qui, eux, connaissent déjà les clients sur le terrain. Mais moi, j'inviterais aussi à penser à déconstruire l'idée de programme. C'est quelque chose qui est un peu mon cheval de bataille parce que souvent, puis pas juste au sein des communautés noires ou ethnoculturelles, là, mais souvent, les organismes se dénaturent pour pouvoir rentrer dans le fameux programme. Donc, c'est pas vraiment ce que j'ai besoin, mais c'est ce qui est disponible. Donc, je vais faire les changements. On a vu plein d'organismes changer de vocation parce que, bon, là, la diversité, c'est hot. D'autres organismes qui, dans le temps, avaient changé parce que là, c'est le côté femme. Et donc là, puis on ne peut pas en vouloir à ces organismes-là. Le gouvernement décide de donner de l'argent là, mais eux, ils font déjà un travail sur le terrain, puis ils connaissent déjà leurs besoins. Donc, c'est cette sensibilité-là. Je pense qu'il y a une complémentarité là-dedans, puis je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a ces conversations-là en se disant, ben OK, on a ces programmes, puis je pense qu'ils sont intéressants parce que justement, on est capable de mesurer tout ce qu'il fait, on est capable de mesurer notre progrès, on est capable d'assurer une certaine imputabilité à ces programmes-là aussi, s'assurer de voir, OK, ben, est-ce qu'ils remplissent véritablement leur mission? Donc, il y a cet élément-là, mais je pense que je suis d'accord avec toi que c'est pas tout, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a son idée ici là, donc lui il pense pas en termes de programme, lui il pense en termes de projet. Puis ça, je mon boss le dit tout le temps publiquement, donc c'est pas du tout un secret, donc c'est quelqu'un de très très proactif là-dessus, se dire ben s'il y a certaines entreprises ou certains incubateurs ou certaines situations qui ont besoin d'un type de soutien, puis que comme je dis, donc c'est pas de la charité, c'est un investissement, puis que c'est un investissement qui va nous rapporter. Et à ce moment-là, bon, c'est pas le programme, il sera pas suffisant pour être capable de répondre à ce besoin-là. Fait que je pense qu'il y a quand même une belle complémentarité là-dedans. T'sais, en disant, ben, la première étape, pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans le milieu et qui nous écoute, ben, c'est d'aller chercher ces fonds-là, parce que parfois, ils existent. Ils ont été budgétés. Là. Donc, chaque année, on fait le budget, puis on alloue des fonds dans ces programmes-là sur 3 ans, sur 5 ans, sur 7 ans. L'argent, il est là. Exactement. Puis il a été priorisé
pour ces programmes-là. Effectivement. Puis ils sont pérennisés, puis plus les entrepreneurs les utilisent, ces programmes-là, bien, plus ces fonds-là sont pérennisés puis permettent à d'autres personnes du même profil d'être capables d'aller chercher ces argents-là, ces sommes-là, pour se développer. Donc, Exactement. il y a une utilité là-dedans. Mais en effet, c'est sûr que c'est pas tout. Pour moi, je pense que c'est une partie de l'équation. Mais évidemment, donc, d'être capable d'en développer de nouveau puis d'avoir ces conversations-là, puis de voir donc, comment est-ce qu'on peut nous assurer, les réviser, ça aussi. C'est une chose d'avoir un programme, mais si ça fait 30 ans qu'il existe, c'est sûr qu'il est plus pertinent. Donc, ça, c'est clair pour tout le monde. Là, c'est important, une certaine flexibilité. Exactement. Puis de voir donc, comment est-ce qu'on les renouvelle en fonction des priorités, des véritables priorités sur le terrain. Puis c'est là que tout le travail dont tu parlais que Louis-Edgar et Tiffany donc, ont fait, ils continuent de faire, et que donc, leurs homologues font. Donc, il devient tout à fait pertinent pour être capable d'adapter cette réalité-là sur le terrain. Parce que ça peut pas juste, c'est nous, en politique, évidemment, si on a notre fonction publique, ça peut pas juste être une conversation avec la fonction publique. Puis nos fonctionnaires qui sont extrêmement compétents, mais qui ne sont pas nécessairement toujours dans autant sur le terrain. Je voulais faire un lien par rapport à ça aussi. Tantôt, Stéphanie, tu parlais du fait de quand les entrepreneurs noirs veulent faire, du moins dans nos quartiers, entre autres, quand un Canadien Tire te donne du crédit, tu ne sais pas vraiment comment l'utiliser. Tu as la carte, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. Même pour avoir la carte aussi, des fois, tu ne sais même pas comment l'avoir. Oui, de toute façon, il y a déjà eu beaucoup de programmes. Présentement, il y a des programmes spécifiquement pour les communautés noires, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment aller chercher cet argent-là. Puis je crois que dans nos communautés, au niveau économique, c'est ça l'enjeu principal. C'est que les gens, ils ont besoin d'aide, mais ils ne savent pas comment obtenir cette aide. Moi, personnellement, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis en affaires, dans le milieu entrepreneurial, ici, genre légalement parlant, enregistré, incorporé, tout ça. J'avais beaucoup de difficultés à obtenir les financements, les subventions. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi, mais jusqu'à temps que j'ai compris, avec d'autres personnes, bien sûr, avec les gens qui m'entourent, que la manière qu'on écrit un projet dépend grandement de ce qu'on va nous dire. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, on connaît notre projet, on est capable de le dire, on est capable de l'écrire comme on le feel réellement, tu vois. Mais les gens s'attendent à un genre de vocabulaire quand ils écrivent, quand ils vont lire ton projet. Puis c'est ça qu'ils vont faire, qu'ils vont te donner de l'argent ou pas, qu'ils vont te financer ou pas, peu importe à quel point ton projet est bon. Si tu n'es pas quelqu'un... Des fois, ton projet peut être très bon et tu es connu pour ce que tu fais, tu auras l'argent nécessaire parce que les gens vont prendre le temps avec toi. Je l'ai vécu comme tel. Je ne suis pas très connu, mais dans le milieu entrepreneurial, j'ai eu du monde qui m'ont beaucoup aidé parce qu'ils croient au projet. Fait qu'ils m'ont aidé, ils m'ont dit qu'en d'autres, tu as besoin de mieux rédiger de certains points parce qu'ils m'ont aidé de cette manière-là. C'est pas que le projet n'était pas bon pour avoir le financement, c'est juste qu'il y avait juste quelques points que j'aurais dû améliorer. C'était la seule chose. Et ce que j'ai fait, et j'ai fini par avoir le financement. Je crois que, personnellement, en tout cas, là où je vais en venir, c'est l'un de nos plus gros difficultés présentement. Peu importe à quel point Facebook peut donner des millions, mais si nos entrepreneurs ne sont pas capables d'écrire leur projet comme il faut et de jouer le jeu, c'est aussi ça le truc, c'est qu'on doit jouer le jeu, il faut comprendre les règles du jeu, c'est bien écrire nos projets, avoir un plan d'affaires fort, prévision financière fort, il faut qu'on puisse avoir tout ça, puis pour pouvoir l'écrire, beaucoup de personnes vont le faire eux-mêmes. C'est pas la bonne chose. Puis pour commencer aussi, la plupart du temps, c'est qu'on n'a pas le 2000 $ pour que quelqu'un puisse nous aider à écrire nos plans d'affaires, à faire nos provisions financières. On n'a pas toujours pour commencer. Non. Puis 2000 $ peut être énorme pour un jeune entrepreneur de 16-18 ans. Là. Oui. Carando, c'est pour ça que les incubateurs sont là. Ils choisissent quand même beaucoup d'entreprises qui font le parcours gratuitement pour écrire ton plan d'affaires, les prévisions financières. Et là, on obtient du financement bientôt pour incuber réellement. Ça veut dire amener les entrepreneurs à un chiffre d'affaires d'au moins 2 millions dans les 3 prochaines années. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont en train de se faire. Il faut s'entourer. Ça, c'est une chose. Là. Je pense que comme entrepreneur, il faut vraiment s'entourer et il y a des ressources gratuites. Il existe LinkedIn, c'est la première ressource gratuite pour mieux s'entourer. Exactement, je suis tellement d'accord avec toi. Mais je suis tout à fait d'accord avec Stéphanie, tu en parlais des incubateurs, des accélérateurs, donc des ressources qui existent, qui sont là. Puis tantôt, on parlait donc du financement, évidemment, donc le financement donc,
oui, bon, peut-être un peu plus direct, mais également, donc, souvent, donc, il y a beaucoup de, bon, je répète, donc, les programmes, mais des mesures qui sont mises en place pour que les intermédiaires qui sont sur le terrain, qui connaissent la réalité, puissent interagir avec ces entrepreneurs-là. Parce que, comme tu l'as dit, quelqu'un qui arrive, qui est en démarrage, puis surtout, bon, les entrepreneurs, donc une femme qui se lance en entrepreneuriat, une femme issue de la diversité, un jeune issu de la diversité qui se lance en entrepreneuriat, n'aura pas ces ressources-là à portée de main. Puis tu as raison, donc il y a des manières de formuler, donc de rédiger tes demandes de subvention, il y a des manières de rédiger ton plan d'affaires, il y a des manières de pouvoir présenter le tout. C'est comme aller au Dragon, hein, finalement. C'est quand tu vas au Dragon, il faut que tu présentes, il faut que tu sois capable de faire ton pitch. D'être capable de le faire correctement, parce que un peu comme au Dragon, les fonds sont limités et les besoins sont illimités. Et il faut être capable d'attirer l'attention assez rapidement pour être capable de dire, OK, mais c'est là qu'on va allouer ces fonds-là parce que c'est là qu'il y a une véritable valeur ajoutée. Absolument. Mais il faut être capable d'approuver cette valeur ajoutée. Puis parfois, on n'a pas nécessairement le temps ou les ressources de pouvoir le faire. Puis c'est à ça que ça sert d'avoir ces intermédiaires-là pour être capable d'aller de l'avant. T'sais. Puis je pense qu'en tout cas, il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est que tout ça, c'est un processus très subjectif. Quand on rencontre un banquier, quand on rencontre... Alors, il nous évalue, il nous regarde. Et quand quelqu'un ne se voit pas dans toi, c'est difficile pour cette personne-là de comprendre où tu vas ou de bien interpréter ce que tu dis parce qu'il ne te connaît pas. Il va peut-être même te prêter des intentions que tu n'as pas dit, mais puisqu'il n'était pas capable de décoder, à défaut de bien comprendre, on va dans le non. Quelqu'un qui ne comprend pas bien, il va dire non. Automatiquement. Donc, il y a cet aspect-là subjectif qui fait en sorte que nos entrepreneurs ont plus de difficultés, surtout que nos banques sont excessivement conservatrices. Je vous aime, les banques canadiennes. En fait, vous êtes conservatrice. L'une des choses aussi, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, surtout pour les gens qui sont intéressés, aujourd'hui même, j'ai un ami qui m'a dit, comment je vais voir les banques? Moi, je dis toujours, quand tu commences, oublie les banques. Ne va pas voir les banques, oublie les banques, ils n'existent même pas. Attends, c'est pas oublie. Fais en sorte que les banques soient dans les alentours et voient ce que tu fais. Sûr, absolument. Gagne un prix. C'est ça du networking, oui, absolument. c'est ça, exactement. Absolument. Mais il ne faut pas penser que j'ai fait mon plan d'affaires, je vais aller à la banque, à la caisse. Non. Ça, c'est la chose à ne pas faire parce que, je ne sais pas pour les autres provinces, mais au Québec, on est chanceux d'avoir tous les ressources nécessaires. Dans chaque ville, il se doit d'avoir non pas un, mais 2 ou 3 emplacements où tu peux aller chercher des fonds pour te faire financer ton entreprise. Les taux d'intérêt assez intéressants également, exactement. Tu vois. Fait que même les incubateurs, entre autres, ça aide. Pour moi, au départ, c'était très intimidant. C'est pour ça que j'y allais pas, tu vois. Parce que j'avais l'impression que les gens qui étaient dans les incubateurs, c'est du monde que je voyais à la presse. J'étais comme, damn, je suis pas encore rendu là, tu vois. Mais c'est tout ce cheminement de décortiquer certaines choses, puis de dire, non, ça se fait plus comme ça. Je pense que si je veux aller là, je dois faire ça, ainsi de suite. Puis bien s'entourer, c'est la clé de tout ça. Puis les gens avec qui tu t'entoures vont finir par te faire comprendre que d'autre, tu peux aller plus loin si tu peut-être fais ça juste un peu plus différemment, tu vois. Fait que, Mais il faudrait aussi être capable de changer les règles du jeu aussi. On ne peut pas juste dire que tout le monde doit s'adapter. Adapte-toi, change. Sois dans le langage que les gens veulent. Fais ci, fais ça. Parce que ça tue un petit peu la créativité. Absolument. La personne qui est différente de nous, elle est différente pour une raison, puis elle peut apporter quelque chose. Mais ça, on n'arrête pas de lui dire « rentre dans le moule ». Mais Stéphanie, ce qui est bien, c'est que tu le fais. Tu le fais en siégeant sur le conseil d'administration de Entreprendre ici. Tu casses les règles déjà, tu vois. Tu le fais aussi avec Face, tu le fais avec le groupe 3737. Mais un entrepreneur qui commence, il ne peut pas casser. Il n'a pas ce bagage, il ne comprend même pas à 100% c'est quoi l'entrepreneuriat encore. Mais c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir cette conversation-là dans les deux sens. Et puis moi, je le vois toujours un peu que c'est un peu des deux. Tu le dis, oui, tu as des entrepreneurs qui, vont s'adapter d'un côté, donc qui ont cette capacité-là, mais ça veut aussi dire, comme Stéphanie l'a dit, changer les règles du jeu, d'être capable de pouvoir briser un petit peu les moules à l'interne. Puis juste, je veux dire, on pense au Québec de façon générale, les règles du jeu, je pense aux années 60, à la Révolution tranquille, ce qui s'en est suivi au niveau de l'entrepreneuriat au Québec, il y a un moule qui a dû être cassé pour être capable de faire en sorte de niveler vers le haut la population québécoise, pour être capable d'aller de l'avant en se disant, voici notre réalité, puis voici comment est-ce qu'on va l'aborder. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau là, au Québec. Là,
a toute une historique qui fait en sorte on a des précédents là, pour être en mesure là, d'amener cette philosophie-là en se disant, OK, ben si on a une différence, c'est accepter. Tu sais, moi, j'aime tellement pas le terme tolérance, c'est la tolérance de l'autre. On n'est pas dans la tolérance de l'autre. Quand on est dans la vraie diversité, on est dans l'acceptation. On n'est pas juste dans une personne qui est là, qui a l'air différente, mais qui agit exactement comme le monde de la majorité. Non, on est vraiment dans une autre façon de penser, une autre façon de faire, puis c'est une façon de faire qu'on accueille pleinement, puis qu'on met sur le même... on fait de la place. Exactement, sur le même piédestal, qu'on fait véritablement de la place pour qu'on puisse co-créer l'espace ensemble. Puis pour moi, donc, de dire, OK, on co-crée l'espace ensemble, ben oui, ça veut dire peut-être que tu vas avoir du monde qui vont un peu s'adapter un peu, puis ça leur correspond, mais ça veut aussi dire des gens de l'autre côté qui comprennent que ben quand telle personne, je veux dire, me présente ce projet de cette manière-là, c'est tout aussi bon, c'est pas nécessairement moins bon. Ouais, sortir de la boîte. Quoi. Exactement, si on sort de la boîte, puis oui, parfois, il peut y avoir donc du nivellement de compétences à faire, puis c'est tout à fait normal, puis ça, je pense que c'est pour tout le monde, tu sais. Mais parfois, donc, c'est pas une question de compétences du tout, mais c'est vraiment, OK, ben comment est-ce qu'on comprend l'autre dans son messaging, comment est-ce qu'on s'assure qu'on a cette réceptivité-là, cette véritable réceptivité-là par rapport à la diversité, qu'on a des décideurs qui n'ont pas d'œillères, puis qui sont justement capables de voir les angles morts, puis de dire, OK, non, dans cette situation-ci, c'est pas... voici ce qui est en train de se passer, puis d'être capable d'allouer les ressources au bon endroit en disant, OK, ben il y a une véritable opportunité ici, puis si on le regarde, non pas avec nos yeux traditionnels de voici comment les choses doivent se faire pour être correctes, mais avec des yeux plus innovateurs, ben c'est à ce moment-là qu'on est capable de gagner, quoi. Exactement. C'est un game changer. Ouais, absolument, absolument. En fait, j'ai une autre question, c'est pour un pays ou notre province en tant que telle, est-ce que plus d'entrepreneurs signifie une meilleure santé économique? Ben moi, pour moi, poser la question, c'est y répondre. Là. Oui, parce que c'est de l'autodétermination. Hein. C'est pas tout le monde qui peut être salarié. On voudrait pas une société uniquement de salariés. Des entreprises de toute taille aussi. Oui. Moi, je suis un peu tannée du regard méprisant sur les entreprises de subsistance. Moi, je trouve que c'est très méprisant comme regard. Et cette personne-là est capable, à chaque mois, d'assurer sa survie à elle, ses enfants, puis peut-être une personne. Et ça, en soi, là, c'est beaucoup plus que quelqu'un qui reçoit une paye à chaque 2 semaines. Donc, je trouve que nos institutions financières regardent en ce moment un individu payé aux 2 semaines avec une beaucoup plus grande éloge que l'entrepreneur. C'est parce que les entreprises, comme tu disais, donc nos banques, nos institutions financières sont très conservatrices. Donc, ce qu'elles aiment, c'est la stabilité. C'est ça. Donc, mais est-ce que c'est une vraie stabilité? Parce que l'employé qui perd son emploi est vraiment déstabilisé. L'entrepreneur qui perd un contrat est habitué, puis en trouve un autre. Alors, à qui on fait plus confiance pour prêter? Moi, je trouve que ça, il y a un paradigme. Donc, les entrepreneurs, moi, je pense que c'est essentiel dans notre société. C'est ceux qui sont créateurs, c'est ceux qui nous amènent ailleurs et tous les types d'entrepreneurs, de la personne qui est travailleur autonome dans son salon à la personne qui gère 800 employés. Je pense qu'on faudrait cesser de faire de la discrimination puis regarder de haut certains entrepreneurs qui travaillent très, très fort puis qui réussissent à s'autodéterminer. Et ça, en soi, pour moi, là, c'est une grande réussite. Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi, Steph. Puis si on pense juste au Québec, c'est-à-dire on s'entend, on a une économie de PME au Québec. Là. C'est notre réalité. T'sais, oui, on pense à Montréal, on a des grandes entreprises ici, puis même au Canada de façon générale, on est choyé, mais c'est d'avoir cette diversité-là, littéralement, cette diversification-là économique. Hein, c'est pas comme si c'est pas tout le monde qui peut, qui peut ou qui veut. Envie, exactement, donc devenir employé dans une entreprise aérospatiale, si je pense à ça. Donc, nos dossiers, donc on peut penser à faire de la création d'emplois dans des secteurs clés pour nous amener très loin, mais ça veut aussi dire, quand on développe un secteur d'activité, par exemple, quand on pense à la pérennité d'un secteur d'activité pour être compétitif comme pays ou comme province, bien, ça veut aussi se dire, OK, mais on va créer aussi,
développer des entrepreneurs dans ces industries-là. Donc, c'est d'être capable de voir toute la chaîne d'approvisionnement comme ça aussi. Là, parce que c'est juste quand on pense à nos grandes entreprises, elles ne peuvent pas survivre sans entrepreneurs. À un moment donné, à Kitalou, tu es contratière. À un moment donné, pour alimenter toute ta chaîne d'approvisionnement, tu vas avoir besoin d'entrepreneurs. On parlait tantôt de l'industrie créative. Ben, on peut juste penser au fait que quand le gouvernement développe des publicités, ben, il a besoin d'accorder donc, le contrat donc, à des agences de marketing, de publicité, puis ce sont des entrepreneurs là-dedans aussi. Donc, on vit tous en complémentarité dans le secteur économique. Donc, je suis d'accord avec toi de dire qu'on ne peut pas regarder de haut l'entrepreneuriat. Puis je pense qu'au Québec, de façon générale, on a fait beaucoup de chemin là-dessus en disant non, on va cesser de regarder de haut les entrepreneurs. On va cesser là, de minimiser le parcours d'entrepreneur en disant ça, c'est quelqu'un qui a pas réussi à se trouver un emploi, versus se dire non, c'est quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui est innovateur, c'est quelqu'un qui veut nous amener plus loin, puis c'est quelqu'un qui est capable d'aller à l'international. Là, donc, sky is the limit. Là, quand tu as des entrepreneurs dans ta population, ça fait des gens qui sont beaucoup plus portés, je ne sais pas dire aller plus loin, mais qui ont cette capacité-là, ces ressources-là, cette résilience-là de défoncer un petit peu les plafonds. En même temps, c'est ça qui fait que le Québec, plus précisément, le Canada, plus précisément le Québec a bien passé à travers la crise de 2008 grâce aux nombreux PME qu'on a eu, quoi, qui a permis de garder aussi beaucoup les emplois chez nous, entre autres, j'imagine, non? Oui, moi, la crise de 2008, tantôt, les banques ont le dos large, là, mais c'est que nos banques canadiennes sont très frileuses, ne sont pas rentrées dans le papier commercial et tout ça. Non, exactement. Je pense que c'est vraiment notre système financier, les gestions financières qui ont vraiment... C'est notre système financier qui a fait en sorte que 2008, on l'a passé, parce qu'il y a quand même eu des pertes d'emplois. Là. On s'entend qu'il y a quand même eu des entreprises qui étaient frileuses, tout ça, mais la réalité, c'est que nos banques n'ont pas... Il n'y a personne qui a été obligé de sauver. Le gouvernement n'a pas été obligé de sauver ses institutions financières. Non, exactement. Puis comme si nos banques ne sont pas embarquées dans ce que les banques américaines faisaient, puis ce que Wall Street faisait, là, de pouvoir accorder des prêts sans aucun fonds collatéraux, aucune garantie aux propriétaires d'hypothèques. Donc, mais par contre, c'est exactement ça qui fait qu'il y a un Silicon Valley puis il n'y a pas l'équivalent au Québec. Encore. C'est exactement, des fois, c'est le pendant de la mauvaise chose. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un manque, parce qu'ici, on a beaucoup d'entreprises de capital de risque. Bon, là, je me permets aujourd'hui, là, ça va être difficile pour combien de personnes, ça? Là, je suis plus sûre, là, mais en tout cas, nos entreprises de capital de risque, là, ils ont de la misère à prendre des risques. Juste peut-être dire, c'est quoi une entreprise en capital de risque? Les entreprises de capital de risque, souvent, Desjardins a une section capital de risque, le Fonds de solidarité est considéré... Vidéotron au Québécois, je pense. Québécois. Avec Pelera, oui, c'est ça. Et donc, il y a plusieurs... C'est des entreprises qui... on dit, sont prêtes à prendre du risque en investissant dans une entreprise, soit en investissant en équité, donc carrément en prenant des actions, ou soit des prêts à plus long terme où on nomme quelqu'un sur le conseil d'administration. L'idée derrière ce type de financement-là, de capital de risque, c'est de dire... Oui, exactement. C'est exactement ça. Tu sais, ça le dit dans le titre. Mais je pense qu'il faudrait le rappeler. Ouais. Que ça fait partie du titre. Ouais, parce qu'on est excessivement conservateur. Donc, c'est ce qui fait en sorte... C'est sûr qu'on n'a pas accès au même capital qu'aux États-unis aussi. C'est sûr. Il y a ça aussi. Mais on pourrait avoir accès à plus. On se limite beaucoup nous-mêmes, dans notre façon de procéder, de vouloir protéger tous et chacun. Ici, on a des règles, que ce soit à l'Autorité des marchés financiers, tout ça, pour protéger les investisseurs. Donc, on pense beaucoup à la protection des investisseurs et c'est positif. Là, on veut protéger contre des... Je pense qu'il y a un film qui va sortir avec... comment il s'appelait, celui qui... la plus grosse fraude québécoise, là. Je me souviens plus. Vincent Lacroix. Vincent Lacroix. Je pense qu'il y a un film qui va sortir avec lui, tout ça. Donc, loin de moi de dire qu'on ne doit pas protéger les gens qui investissent, les épargnants, les gens qui... Mais sauf que, des fois, là, on est un peu parents. Trop parents.
Et donc, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui voudraient investir, là, tout ça, mais c'est difficile de mobiliser. Tu sais, entre autres, le financement participatif. Tu sais, au Québec, là, on a fait comme « Wow! C'est quoi ça? Attendez, on arrête. » Là, au début, là, c'est le gros pied sur le frein. Là, on ne sait pas dans quoi on s'embarque, tout ça. Puis, je veux dire, il y a des côtés positifs à ça. Je suppose qu'on évite certaines catastrophes. Mais il y a aussi un manque d'opportunités. Il y a les deux. Il faut juste en être conscient. Puis c'est un choix qu'on fait comme société. Comme certaines sociétés font le choix des systèmes criminels différents des nôtres. Fait que c'est un choix. Mais notre choix, il faut être conscient qu'il nous brime ou qu'il nous enlève certaines opportunités. Ouais. Une fois qu'on est satisfait avec ça, en paix avec ça, bien, c'est ça qu'on fait, mais ça a un prix. Ça a un prix. Oui, absolument, absolument. En fait, pour finir, est-ce que vous auriez des recommandations à faire aux entrepreneurs pour qu'ils puissent peut-être mieux comprendre l'importance, ou peut-être même s'impliquer davantage par rapport à tout ce qui a rapport avec la politique et leur business en tant que tel, pour faire les liens, arriver à ce qu'ils puissent faire... par exemple, je vais prendre l'exemple qui m'a beaucoup motivé à faire cet épisode, c'est que je me souviens, à un moment donné, je partais une entreprise où on voulait continuer la livraison du courrier à domicile. Parce qu'il fut un temps que Post Canada, ils ont commencé à arrêter la livraison dans différents emplacements. Ils installaient des boîtes communautaires à différents coins de rue pour que tous les gens viennent chercher leur courrier ici. Puis il y avait les élections en même temps, les élections fédérales. Puis nous, on était en plein dedans, on était comme belle opportunité, on avait quelques contrats qui rentraient aussi, puis, parce que Post Canada avait déjà commencé. Mais il y avait les élections en même temps. Et Justin Trudeau a promis que s'il serait élu, il allait arrêter ce que Post Canada est en train de faire présentement. Et pour moi, en tant qu'entreprise, je suivais ça à la loupe. Parce qu'en même temps, j'aimais bien Justin, mais désolé Justin, je voulais pas que tu sois élu à ce moment-là, tu vois. Il brimait d'une opportunité d'affaires. Exactement. Mais c'est ça, quoi. C'est comment un entrepreneur devrait se positionner, peut-être pas positionner du sens comme s'inscrire au Parti libéral, non, pas du tout. Mais c'est quoi le mindset qu'il doit avoir pour comprendre que la politique a une influence importante, peu importe ce qu'il fait, sur sa business? Bien, moi, je pense que la conscience politique, d'être politisé, ça nous vient souvent de notre famille ou pas du tout, on le développe nous-mêmes. Donc, si vous êtes un parent, expliquez, puis vous êtes un entrepreneur parent, expliquez à votre enfant l'importance de voter. Moi, je dis, mes enfants, jusqu'à maintenant, ils pensent que c'est obligatoire. Là. Je t'en le dira pas trop fort. Exactement. Je pense qu'ils sont obligés. Oui, tu es obligé de voter. Dès que tu as le droit, tu es obligé. Mais donc, il faut avoir une conscience politique parce que c'est vrai que ça peut nous passer 10 pieds par-dessus la tête, puis qu'on n'en est pas conscient du tout, puis on évolue, puis on passe à côté d'opportunités, puis de chances de nous aider, ou même de la compréhension. Donc, j'ai vu des entrepreneurs, des fois, partir un projet, puis je dis, ben, excuse-moi, telle et telle loi ou politique fait en sorte que tu peux pas faire ce que tu fais. Là, exactement. C'est pas possible. Donc, la première chose, c'est que je pense que ça commence jeune, d'être politisé, de comprendre le rôle des politiciens, d'être impliqué, tout ça. Moi, ça me fait toujours mal au cœur quand je vois des gens pas sortir voter. Les dernières élections municipales à Montréal-Nord, pour moi, ça a été crève-cœur. Vraiment, c'est venu me chercher. On revenait de Dakar. J'étais impliqué, là. Je frappais dans les portes, il faisait froid. Mais ça vient vraiment, pour moi, ça vient, comme, non! Mais c'était vraiment décevant, triste de voir ça. Puis après ça, tu dis, ben oui, mais on continue à faire un peu rire de nous parce qu'on ne sort pas, on n'est pas mobilisé. Donc, ils se disent, ben, est-ce qu'on a vraiment besoin d'offrir quelque chose? Ils ne se présentent pas au vote de toute façon. Donc, ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut être politisé, le dire à nos enfants, pas être... Pas défaitiste, mais tu sais, quand on est très noir sur des situations, là, on est toujours... pessimiste. Pessimiste, ou en tout cas, sarcastique aussi envers la politique. Les politiciens, tous les mêmes, Ça, là, c'est des discours... Cynique, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. C'est des discours complètement inutiles qui reculent la personne qui prononce ces discours-là et les gens qui... Oui, exactement. Donc, qu'est-ce que je conseillerais à un entrepreneur? Ben, de commencer à être politisé. C'est qui ton député? Où tu habites,
où ton entreprise est, commence à être informé de ça. C'est qui ton conseiller municipal? C'est qui ton conseiller municipal? Le conseiller municipal va t'amener à avoir à le connaître maire, les et ainsi de autres. suite. Exactement. Mm-hmm. Donc, ça, c'est une des choses. La deuxième chose, une fois que tu sais ça, ben, va voter, tout ça. Tu n'es pas obligé de t'impliquer. Hein. Je ne dis pas à tout le monde doit faire du porte-à-porte comme toi ou avoir un emploi. C'est pas ça. Mais c'est au moins d'en être vraiment très conscient. Puis quand quelque chose vous rebute, vous dérange, vous fait poser action. Que ce soit un live sur Facebook pour vous libérer de ce que vous avez entendu ou ce que vous avez vu, il faut se prononcer, il faut parler. On n'est pas obligé de faire de grandes assemblées tout le temps, mais je pense que des fois, un live sur notre ressenti, ce qu'on pense, discuter avec une personne, tout ça, ça peut nous amener aussi, parce que je sens aussi que, supposons je peux parler de la communauté noire, une certaine fatigue de revoir les mêmes patterns se produire. Puis ça crée de la fatigue mentale où après ça, on a moins l'énergie de poser les actions. C'est comme si on t'abaissait en te montrant toujours des situations difficiles. Puis là, tu dis, là, j'en peux plus. J'ai senti beaucoup de gens avoir ce sentiment-là de « j'en peux plus, qu'est-ce que je peux faire? Dans le fond, j'ai pas d'impact. » Il faut pas aller là. Il faut vraiment pas aller là. Fait qu'un entrepreneur doit continuer à viser sur son entreprise puis pousser, mais être conscient de ce qu'il y a autour. Absolument. Déléguer. Et déléguer et s'entourer des meilleures personnes. Puis les meilleures personnes, ça je veux aussi dire, des fois, j'entends des commentaires qui m'énervent encore. Oui, mais là, sur les conseils d'administration, il faut des gens compétents. OK, quoi? C'est parce qu'il y a autant de gens compétents dans toutes les cultures, tout ça. C'est parce que tu ne les connais pas. Ça, c'est autre chose. Oui. On disait ça aussi avec les femmes, mais là, ça va être toute la même femme sur tous les conseils d'administration, comme si 50% de la population ne pouvait pas avoir des personnes excessivement compétentes. C'est du n'importe quoi. Donc, il faut continuer à pousser. Il faut croire. Il ne faut pas perdre cette flamme-là. Si vous voyez quelqu'un qui a perdu cette flamme-là, donnez un peu de la vôtre, puis continuez comme ça, parce qu'il faut vraiment avoir espoir pour changer les choses. On ne peut pas être cynique. Tout à fait. Tout à fait. Je pense... Tu sais, un entrepreneur fait son analyse FFOM, là, son SWOT analysis, ses forces, ses faiblesses, opportunités, menaces. Il fait aussi son PESTEL, son environnement politique, environnemental, social, technologique, légal, économique. Donc, dans ce contexte-là, pour moi, c'est tout entrepreneur là, donc, doit avoir en tête ces éléments-là, non seulement donc, ses forces à l'interne, mais voir aussi et d'être capable de voir un peu ce qui se passe à l'externe pour être capable d'évoluer avec succès dans son environnement. Donc, si c'est sous cette perspective-là, que ce soit juste sous cette perspective-là que l'entrepreneur se dit OK, non, c'est pas juste une question. Oui, c'est ma responsabilité sociale, c'est ma responsabilité citoyenne de devenir un citoyen informé, politisé, impliqué d'une certaine manière. Puis comme tu disais, c'est oui, donc à travers le membership de partis politiques, donc c'est une chose, c'est un des moyens de le faire encore aujourd'hui, mais également, donc on l'a vu avec les réseaux sociaux, dans nos communautés, je l'ai dit tantôt, je pense que chaque personne est un acteur politique en soi, qu'on le veuille ou non de toute manière, donc ça a un impact sur notre vie personnelle et professionnelle de toute façon, donc que ce soit sous cet angle-là, mais de l'angle aussi plus opportuniste, mais dans le bon sens du terme, là, de se dire, de toute façon, moi, pour pouvoir évoluer dans mon entreprise, puis pour être capable de pouvoir aller de l'avant, j'ai besoin d'avoir cette conversation politique-là. C'est des informations importantes. Exactement, parce que si tu lances ton idée, mais tu n'es pas en conformité réglementaire, c'est sûr qu'il va y avoir une problématique ici. C'est clair. Il va falloir faire quelques changements, puis parfois, c'est du côté de l'entrepreneur aussi de dire, OK, peut-être qu'il y a des changements à faire ici, mais parfois, c'est aussi parce que, l'idée est un peu à l'extérieur de la boîte, puis qu'il faut faire ces changements-là parce que la législation ou la réglementation, elle est un peu dépassée. Ça fait 20 ans, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans qu'on n'y a pas touché, puis elle ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut des espèces de carrés de sable réglementaires pour être capable d'aller de l'avant. Là, je pense aux entrepreneurs dans le secteur de la FinTech, par exemple, qui se sont butés à de la législation, de la réglementation qui n'était pas nécessairement en phase. Puis on le sait, là, puis on est deux avocates, on est toujours en arrière. Le droit, puis le droit, puis la politique, la réglementation
on est toujours à la remorque de l'entrepreneuriat. Les gens qui ont des idées puis qui les mettent en pratique, c'est eux qui font, en fait, qui changent le système. Exactement, c'est drive le show. Puis, sinon, on crée des cadres autour de ça par la suite, mais c'est puis pour s'assurer d'une équité, pour s'assurer que le tout fonctionne bien, puis qu'on a un bon encadrement des marchés, mais c'est aussi avoir cette conversation-là pour que ça puisse se faire, parce que parfois, il faut être capable de pousser un petit peu le politique, puis c'est dans ce contexte-là que moi, je trouve que c'est une conversation, puis qu'il ne faut jamais perdre ça de vue. Il n'y a pas une seule politique publique qui est mise en place et qui sort du Saint-Esprit. C'est pas loin de nous. Puis parfois, je pense que quand on est déconnecté, quand on est cynique, quand on pense à la classe politique d'une certaine manière, puis quand la classe politique ne fait pas son travail non plus, de les assurer de réduire ce cynisme-là, ça crée ces situations-là où les gens sont désengagés et se disent de toute façon, ça n'a rien à voir avec moi. Puis c'est pas vrai. Ça a toujours à voir avec la population. Puis plus on est investi, plus on réalise que chacun de ces pans-là, ils sont pas créés de toutes pièces par certaines personnes. Puis chacun a son mot à dire là-dedans. Moi, je m'implique depuis, en fait, toute ma vie adulte en politique pour ça, parce que je me dis, pour moi, c'est le meilleur vecteur de changement. Ni plus, ni moins. C'est la meilleure façon de pouvoir changer la société pour qu'elle nous ressemble un petit peu plus à chaque fois. Puis c'est un débat, c'est une négociation qu'on a entre chacun des acteurs. Mais c'est de dire, OK, si nous, on peut être un acteur de notre société, à ce moment-là, elle peut avoir l'air complètement différent de ce dont elle avait l'air il y a à peine 3 ans, il y a à peine 5 ans, si on y croit puis on pose action pour de vrai. Ouais, absolument. Écoute, je pense que ça a bien mis la fin pour de vrai. Merci beaucoup du partage, les filles. Puis j'espère... En fait, ce que je voulais savoir aussi, c'est que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est où est-ce qu'ils vont pouvoir vous suivre pour apprendre s'ils ont des questions à vous poser? Groupe3737.com. C'est sûr. Dans tous les différents médias sociaux, tapez dans Google Face Coalition. Ça aussi, ça peut vous être utile. Et puis, comme on a dit tantôt, allez voir c'est qui vos conseillers municipaux, députés, puis tout ça. Mais venez nous voir. On a envie de vous rencontrer au Groupe 3737 puis s'assurer qu'on peut peut-être vous aider, comme on aide plusieurs personnes en ce moment. Il n'y a jamais rien de parfait, mais je peux vous dire que le cœur y est. Oui. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn. LinkedIn, c'est la base. Tout simplement, la base. Puis si, évidemment, de notre côté, à Industrie Innovation Canada, il y a une manière dont on peut vous aider. Mais moi, ça va me faire plaisir de pouvoir vous référer à certains collègues puis aux bonnes personnes, que ce soit dans le secteur politique ou au niveau du ministère ou des ministères pour être capable de vous aider à faire avancer vos projets. Écrivez-moi sur LinkedIn. Excellent, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye-bye. Merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires. InnovaPub, Wealth Simple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît et Côté, Futurpreneur Canada, Evolve et Let's Get Into It. Vous nous permettez de rendre le Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, Black In Podcast. On se revoit au prochain épisode.